le 19 février 1945, 9h02 du matin, une plage de sable noir sur la côte sud d'Iwo Jima. Le soldat de première classe Harry Tsosi, un marine navajo de 22 ans originaire de Lukachukai en Arizona, descendit la rampe d'un tracteur LVT dans une cendre volcanique qui lui arrivait jusqu'aux cuisses. Sur son dos se trouvait une radio de campagne TBX. Dans sa tête se trouvait un code classifié top secret depuis 1942. Il était l'un des premiers code talkers navajo à poser le pied sur Iwo Jima. En 36 heures, il serait mort. Au moment de sa mort, lui et 5 autres Marines navajo travaillant pour le major Howard Connor de la 5e division de Marines avaient transmis plus de 800 messages sans une seule erreur. Les Marines qui ont débarqué à ses côtés ne connaissaient pas son nom. Ils ne savaient pas ce qu'il transportait. Ils ne savaient pas que la langue qui sortait de sa radio était la seule langue sur l'île que les Japonais ne pouvaient ne pas comprendre. Ils ne savaient qu'une seule chose sur la radio pendant la première heure de ce débarquement. Ils savaient qu'il ne fallait pas lui faire confiance. Pendant 2 ans et demi, île après île à travers le Pacifique, les Marines américains mouraient à cause de voix sur leur propre radio qui n'étaient pas des voix américaines. Des voix qui parlaient un anglais parfait. Des voix qui donnaient des coordonnées qui n'étaient pas des coordonnées. Des voix qui appelaient en des infirmiers pour des blessés qui n'étaient pas blessés, qui n'étaient même pas là. Ces voix appartenaient à des soldats japonais, beaucoup d'entre eux formés dans des universités américaines dans les années 1930, déployés dans des unités de renseignement des transmissions avec une mission précise. Écouter le trafic radio américain, parler anglais américain, envoyer les Marines américains dans la mauvaise vallée, dans la mauvaise entrée de grotte, dans le mauvais arc de tir de mitrailleuse. Les archives historiques conservent les conséquences dans des chiffres que le corps des Marines n'a pas rendus publics pendant la guerre et a rarement soulignés après. Les Japonais étaient un expert dans l'interception des communications à courte distance, par exemple sur les talkies-walkies, puis dans l'utilisation de soldats anglophones bien entraînés pour saboter les messages ou envoyer de faux ordres afin de tendre une embuscade. Le nombre de Marines tués par des embuscades mises en place grâce à un trafic radio manipulé entre 1942 et 1960 n'a jamais été calculé avec précision. Le chiffre se compte en milliers. La miniature devant vous dit qu'une seule radio cassée a trompé 1000 Marines sur Iwo Jima. La vraie histoire est plus complexe. Ce n'était pas une radio, c'était chaque radio, pendant 3 ans. Et les hommes qui ont finalement brisé la ruse étaient les hommes dont la langue le gouvernement des États-Unis avait passé 50 ans à essayer d'effacer de la bouche des enfants amérindiens. Pour comprendre ce qui s'est passé sur Iwo Jima en février 1945, nous devons remonter au pensionnat. Nous devons aller chez le fils d'un missionnaire en Californie. Et nous devons suivre un code si efficace que le chef du renseignement japonais a admis après la guerre que ses cryptographes avaient crassé presque tous les codes militaires américains sauf celui-ci. La ruse avait un nom dans le corps des transmissions. On l'appelait la tromperie vocale. Et elle avait commencé à fonctionner contre les forces américaines presque dès le premier jour de la guerre du Pacifique. La marine impériale japonaise et l'armée avaient identifié la discipline radio-américaine comme une vulnérabilité avant Pearl Harbor. La doctrine américaine en 1941 mettait l'accent sur la rapidité de communication plutôt que sur la sécurité opérationnelle. Les réseaux radio de champs de bataille utilisaient soit l'anglais clair, soit des codes de substitution simples qu'un cryptanalyste compétent pouvait casser en quelques minutes. Les Japonais avaient des cryptanalystes compétents. Ils avaient aussi, plus important encore, toute une génération d'officiers et de soldats qui avaient vécu aux États-Unis pendant les années 1920 et 1930. Des hommes qui avaient fréquenté UCLA, l'Université de Washington et l'Université d'Hawaï. Des hommes qui avaient travaillé l'été à Los Angeles, Seattle et Honolulu. Des hommes dont l'anglais n'était pas seulement fonctionnel, il était sans accent, il était natif. Il était sur un talkie-walkie rempli de parasites à 200 mètres, indiscernable de la voix d'un caporal des Marines de l'Ohio. La doctrine donnée à ces hommes était simple. Écouter le réseau américain, identifier l'unité, identifier les indicatifs d'appel, attendre un moment de confusion, puis intervenir avec de nouveaux ordres. Les ordres étaient calibrés pour être plausibles. Un peloton ordonné d'avancer vers la coordonnée 472 recevait un appel de suivi le détournant vers la coordonnée 479, où une position de mitrailleuse était enregistrée et attendait. Une escouade appelant des brancardiers entendait un infirmier reconnaître leur position, puis un tireur japonais dans les rochers au-dessus avait une position pour tirer quand le vrai infirmier
entendant le même appel, couraient vers le blessé. Un commandant de compagnie demandant un appui d'artillerie contre une position fortifiée entendait son contrôle de tir de bataillon répondre par l'affirmative, puis les obus n'arrivaient jamais parce que l'affirmative était japonaise. Lisez cela lentement, car c'est la partie qui n'apparaît pas dans les bandes annonces. Les Marines sur Guadalcanal en 1942, sur Tarawa en 1943, sur Saipan, Tinian et Guam en 1944, combattaient une guerre tactique dans laquelle leur propre système de communication ne pouvait pas être fiable. Chaque ordre à la radio devait être authentifié. Chaque coordonnée devait être vérifiée. Chaque voix sur le réseau devait être comparée à la mémoire de qui était censé être sur le réseau à cette heure. Et dans le chaos d'une tête de pont contestée, avec des obus de mortier qui tombaient, des hommes qui hurlaient, et l'opérateur radio à côté de vous, étendu face contre terre avec des éclats dans le dos, cette authentification s'effondrait. Quand elle s'effondrait, des hommes mouraient. Le corps des Marines a essayé de résoudre le problème comme les armées ont essayé de le résoudre depuis l'invention du téléphone de campagne. Ils ont émis des codes de substitution, des phrases de reconnaissance, des listes d'indicatifs d'appel changeant quotidiennement. Les unités cryptographiques japonaises les ont cassés. Ils ont émis des codes de substitution de lettres basés sur de simples roues de chiffrement. Les Japonais les ont cassés. Ils ont émis des codes générés par machine basés sur l'appareil de chiffrement M209. Les Japonais les ont aussi cassés, lentement, mais assez bien pour extraire les parties qui comptaient. Le chef du renseignement japonais, le lieutenant-général Seizo Harisu, a déclaré que pendant qu'ils étaient capables de déchiffrer les codes utilisés par l'armée américaine et l'armée de l'air, ils n'ont jamais cassé le code utilisé par les Marines. Cette phrase est la charnière sur laquelle tourne toute cette histoire, et la raison pour laquelle les Marines avaient un code que les hommes d'Harisu ne pouvaient pas casser n'est pas une histoire de cryptographie. C'est une histoire sur une langue que le gouvernement des États-Unis essayait depuis un demi-siècle de faire taire. La langue navajo en 1942 n'était pas écrite sous une forme standardisée. Elle était tonale, ce qui signifie qu'une seule syllabe portait des significations différentes selon le contour de hauteur appliqué. Elle était gutturale, ce qui signifie que plusieurs de ces consonnes étaient produites au fond de la gorge, de manière que les systèmes phonémiques des langues européennes ne capturaient pas. Elle était complexe dans sa morphologie verbale, à un degré qui étonnait les rares linguistes non navajo qui l'avaient étudiée, et elle était parlée par environ 50 000 personnes, toutes vivant dans un rayon de quelques centaines de miles de la région des Four Corners dans le sud-ouest américain. Le gouvernement des États-Unis avait passé la période d'environ 1880 à 1930 à tenter de l'éradiquer. Les enfants navajo étaient retirés de leur famille et envoyés dans des pensionnats où ils étaient battus pour avoir parlé leur propre langue. La politique officielle du Bureau des Affaires indiennes pendant cette période était que la langue navajo et les cultures des autres peuples amérindiens étaient des obstacles à l'assimilation qui devaient être brisés. Les enfants étaient punis avec du savon dans la bouche pour avoir utilisé des mots navajo. Certains avaient des aiguilles passées dans la langue. Le traumatisme que ces écoles ont infligé à 3 générations de familles navajo est maintenant documenté. Il ne l'était pas à l'époque. L'homme qui a vu une utilité stratégique pour la langue s'appelait Philip Johnston. Il était le fils de missionnaires protestants. Il avait grandi sur la réserve Navajo au début des années 1900. Enfant, il avait appris à parler navajo à un niveau que presque aucun non-navajo n'avait jamais atteint. Il avait servi comme marine en France pendant la Première Guerre mondiale. En 1942, à l'âge de 50 ans, il était ingénieur civil à Los Angeles. Et en février de cette année-là, en lisant un article de journal sur les codes militaires américains cassés dans le Pacifique, il a compris ce que presque personne d'autre dans le pays n'était en position de comprendre. La langue navajo, réalisa-t-il, satisfaisait tous les critères d'un code de champ de bataille incassable. Elle n'était pas écrite, donc il n'y avait pas de dictionnaire ni de grammaire pour qu'un cryptanalyste ennemi les étudie. Elle était parlée par une population minuscule, aucun d'entre eux n'étant au Japon ou n'y ayant jamais été. Son système phonétique était si inhabituel que même un linguiste japonais, formé l'entendant à la radio, ne pourrait pas transcrire les sons dans une forme analysable. C'était un système de communication humain, entièrement autonome, limité au navajo seul. Il était pratiquement indéchiffrable sans l'aide de Navajo. Johnston a écrit au corps des Marines. Il a proposé que des locuteurs navajo soient recrutés comme opérateurs radio et formés pour développer un code militaire tactique basé sur leur propre langue.
Le corps des Marines était sceptique. Johnston a fait une démonstration. Lors d'un test effectué au camp Elliott près de San Diego en février 1942, des locuteurs Navajo ont transmis des messages tactiques complexes dans les deux sens à des vitesses qui dépassaient tout ce que les appareils cryptographiques des Marines pouvaient égaler. La précision était parfaite. Les officiers supérieurs présents ce jour-là ont compris, lentement, qu'ils assistaient à la solution d'un problème qui tuait leurs hommes depuis 2 mois et demi. Les 29 premiers recrues Navajo sont arrivés au camp Pendleton en mai 1942. En plus de l'entraînement de base, ces hommes ont dû développer et mémoriser un code militaire unique en utilisant leur langue majoritairement non écrite et ont été placés dans une pièce gardée jusqu'à ce que cette tâche soit terminée. Ils ont construit un système. Chaque lettre de l'alphabet anglais a reçu plusieurs mots Navajo, afin qu'un opérateur puisse épeler un nom de lieu comme Iwo Jima sans utiliser le même mot Navajo 2 fois dans la séquence et donner à un analyste quelque chose sur quoi s'ancrer. Pour les mots qui revenaient constamment au combat, ils ont inventé des termes Navajo directs. Un sous-marin est devenu poisson de fer. Un bombardier en piqué est devenu faucon. Une grenade est devenue pomme de terre. Un cuirassé est devenu baleine. Le vocabulaire s'est élargi avec la guerre. En 1945, le code Navajo contenait plus de 600 termes militaires spécialisés. Leur code était si efficace qu'ils pouvaient transmettre un message en 2 minutes et demie, ce qui prendrait à un autre marine 30 minutes. Les premiers déploiements sont allés à Guadalcanal fin 1942. Les Code Talkers ont fait leurs preuves immédiatement. En 1943, ils étaient demandés par chaque division de Marines opérant dans le Pacifique. En 1944, ils étaient l'équipement standard sur chaque opération d'île. Et les Japonais, qui écoutèrent le trafic radio américain depuis des années et riaient de la facilité à le manipuler, se sont soudain retrouvés avec des heures d'enregistrement interceptés pleins de sons qu'ils ne pouvaient même pas réduire en alphabet phonétique, encore moins traduire. Maintenant, gardez en tête ce que vous venez de lire sur le code Navajo et opposez-le à ceci. Le commandant japonais sur Iwo Jima était un lieutenant général de 53 ans, nommé Tadamichi Kuribayashi. Il était diplômé de l'Académie militaire impériale et du Collège de guerre de l'armée. Il avait servi comme attaché militaire aux États-Unis de 1928 à 1930, voyageant largement à travers le pays, observant de visu la capacité industrielle américaine et écrivant des lettres à sa femme et à son fils, dans lesquelles il exprimait une évaluation sans sentimentalité, mais exacte, de ce que signifierait une guerre avec les États-Unis. Il avait écrit en 1928 que les États-Unis étaient la dernière nation au monde contre laquelle le Japon devrait se battre. En 1944, on lui confiait la mission de les combattre sur une île volcanique de 8 miles carrés. Kuribayashi comprenait quelque chose que presque aucun de ses pairs dans l'armée impériale ne comprenait. Il comprenait que la charge Banzai, l'assaut frontal suicidaire, était une tactique gaspilleuse qui produisait des morts glorieuses et aucun résultat militaire. Il avait observé la puissance de feu américaine. Il avait calculé ce qu'elle pouvait faire à une infanterie massée à découvert. Et quand il a reçu le commandement d'Iwo Jima en juin 1944, il s'est mis à construire une défense conçue, non pas pour vaincre l'invasion américaine, car il savait qu'elle ne pouvait pas être vaincue, mais pour rendre le coût de l'invasion si élevé que les planificateurs américains reconsidéreraient l'invasion des îles principales du Japon elles-mêmes. La construction était extraordinaire. Entre juin 1944 et février 1945, la garnison de Kuribayashi, d'environ 21 000 hommes à creuser, à la main et avec un équipement primitif, plus de 18 km de tunnels interconnectés dans la roche volcanique d'Iwo Jima. Les tunnels reliaient des centaines de positions de grottes, blockhaus, casemates et points de tir dissimulés. Les défenseurs d'Iwo ont littéralement développé l'amélioration des grottes naturelles en une science. En raison de l'importance des positions souterraines, 25% de la garnison était affectée au creusement de tunnels. Les positions construites sous terre allaient de petites grottes pour quelques hommes à plusieurs chambres souterraines pouvant accueillir 300 ou 400 hommes. Kuribayashi comprenait aussi la guerre radio. Il avait lu les rapports d'après-action des batailles précédentes du Pacifique. Il savait ce que les soldats des transmissions anglophones avaient fait sur Saipan, Tinian et Guam. Il avait affecté à sa garnison d'Iwo Jima un contingent de troupes des transmissions entraînées à la tromperie vocale, avec la même attente que ses prédécesseurs avaient portée dans les batailles précédentes. Écouter les réseaux radio américains, insérer de faux ordres, attirer les Marines dans les zones de mort que les tunnels avaient été conçus pour créer.
Ce que Kuribayashi ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, parce que le code Navajo était toujours classifié au plus haut niveau de secret du corps des Marines, c'est que sur Iwo Jima, la ruse n'allait plus fonctionner. Le 19 février 1945, 9h00 du matin, la première vague de Marines a touché la plage au pied du mont Suribachi. Environ 60 000 Marines américains et 18 000 soldats japonais ont participé à la bataille. La cendre volcanique était si profonde que les hommes s'enfonçaient jusqu'aux genoux à chaque pas. Les péniches de débarquement derrière eux s'empilaient, les unes contre les autres dans le ressac. Les véhicules s'enlisaient. Les 30 premières minutes du débarquement ont été calmes. Les Japonais retenaient leur feu sur ordre de Kuribayashi, attendant que la plage se remplisse avant d'ouvrir le feu depuis les positions préparées sur les hauteurs. Quand le feu a ouvert, il a ouvert de toutes les directions à la fois. Dans le chaos qui a suivi, avec des hommes mourant dans la cendre, des péniches de débarquement brûlant au large et la cohésion d'unité que la planification pré-bataille avait supposée étant déchiquetée par les mortiers japonais, le système de communication du corps des Marines fonctionnait. Il fonctionnait dans une langue qu'aucune des troupes des transmissions japonaises sur l'île, assises à leur poste d'interception dans les tunnels que Kuribayashi avait passé 8 mois à creuser, ne pouvait lire, analyser, ni même transcrire de manière fiable en caractères sur un bloc-notes. Le major Howard Connor, officier des transmissions de la 5e division de Marines pendant la bataille d'Iwo Jima, a déclaré que l'ensemble de l'opération a été dirigé par le code Navajo. Pendant les 48 premières heures, pendant que nous débarquions et consolidions nos positions à terre, j'avais 6 réseaux radio Navajo fonctionnant 24 heures sur 24. 6 réseaux radio. 6 équipes de Marines Navajo, travaillant sans sommeil pendant 2 jours. Au cours de la longue bataille, 6 Code Talkers Navajo ont envoyé et reçu plus de 800 messages, sans une seule erreur. Relisez ce nombre. Plus de 800 messages, aucune erreur, à travers une bataille qui a produit plus de 26 000 pertes américaines en 36 jours. À travers des positions qui étaient submergées, reprises et submergées à nouveau. À travers des nuits où des infiltrés japonais traversaient les lignes en chassant spécifiquement les opérateurs radio parce qu'ils avaient identifié la langue incompréhensible venant des réseaux américains comme la nouvelle menace et avaient conclu, correctement, que quiconque la parlait devait être tué. Pendant la bataille, une personne faisait fonctionner la radio portable pendant que la seconde personne relayait et recevait les messages dans la langue native et les traduisait en anglais. Leur travail était extrêmement dangereux, surtout dans le Pacifique, car les soldats japonais ciblaient délibérément les officiers, les infirmiers et les radiotélégraphistes, et les code talkers devaient continuer à bouger pendant qu'ils transmettaient leurs messages. Les code talkers avaient une procédure en cas de capture. Ce code était si réussi que certains code talkers étaient gardés par des Marines dont le rôle était de les tuer en cas de capture imminente par l'ennemi. Lisez cette phrase 2 fois. Les Marines assignés pour escorter chaque code talker Navajo avaient reçu l'ordre que, en cas de capture imminente, ils devaient abattre l'homme qu'ils protégeaient plutôt que de le laisser tomber vivant entre les mains japonaises. Les hommes qu'ils devaient tuer étaient leurs amis. L'amitié était réelle. Les ordres l'étaient aussi. Le code était si important. Haritsoshi a été tué tôt dans la bataille, touché par un tir ami dans la confusion de la 2e nuit, quand des Marines nerveux ont pris un code talker Navajo parlant dans une radio pour un infiltré japonais et l'ont abattu à courte distance. Il avait 22 ans. Il est l'un des noms sur le mémorial des Code Talkers Navajo, qui a finalement été érigé, des décennies après la guerre, à Window Rock en Arizona. Il est l'un des noms dans la lente accumulation de reconnaissance qui est venue quand le code a finalement été déclassifié en 1968 et que les hommes qui l'avaient porté ont enfin été autorisés à dire à leur famille ce qu'ils avaient fait. Maintenant, le verdict. La miniature de cette vidéo dit qu'une seule radio cassée a trompé 1000 Marines sur Iwo Jima. La vraie histoire est l'inversion de cette affirmation. Pendant 3 ans avant Iwo Jima, chaque radio des Marines dans le Pacifique était une radio cassée dans le sens qui comptait. Chaque radio des Marines pouvait être écoutée par des ennemis qui parlaient un anglais parfait et qui utilisaient ce qu'ils entendaient pour tendre des embuscades qui tuaient des Marines en nombre que le corps des Marines préférait ne pas détailler. La tromperie allait dans l'autre sens. La tromperie a duré des années. Ce qui a changé sur Iwo Jima n'était pas les radios. Les radios étaient les mêmes ensembles, TBI, TBX et SCR 300, qui avaient été utilisés sur Saipan et Guam. Ce qui a changé, c'est la langue. Et ce qui a rendu possible le changement de langue,
et la volonté d'environ 400 Marines Navajo, des hommes dont les grands-parents avaient été forcés sur des réserves et dont les parents avaient été battus dans des pensionnats pour avoir parlé la même langue qu'ils utilisaient maintenant pour sauver des vies américaines, de se porter volontaires pour un ennemi dont le gouvernement avait passé 2 générations à essayer de leur faire oublier comment parler. Le lieutenant-général Seizo Arisue, assis dans une chambre d'interrogatoire après la reddition japonaise en septembre 1945, a été interrogé sur les codes américains. Il a dit à ses interrogateurs américains que les services cryptographiques japonais avaient cassé les codes de l'armée américaine. Ils avaient cassé les codes de l'armée de l'air américaine. Ils avaient cassé les codes du département d'État américain pour certains des trafics diplomatiques les plus sensibles de la guerre. Il y avait un code américain qu'ils n'avaient jamais cassé, et les enregistrements de ces transmissions, qu'ils avaient collectés en quantité énorme, étaient pour lui, en tant que cryptanalyste professionnel, l'échec de renseignement le plus frustrant de toute la guerre. Il n'avait même pas été capable de déterminer quel type de code c'était. Il n'avait pas été capable d'identifier la langue. Il avait des piles de trafic radio des Marines interceptées, qui, après 3 ans d'analyse par les meilleurs linguistes et cryptographes que l'Empire pouvait aligner, restaient aussi opaques que le jour où il avait été enregistré. Ce code était la langue de la nation Navajo. Les hommes qui la parlaient s'étaient fait dire enfant que c'était une langue digne seulement de honte. Les 800 messages que les Sea Code Talkers Navajo du Major Howard Connor ont transmis pendant les premières 48 heures d'Iwo Jima n'ont pas seulement dirigé la bataille. Ils l'ont dirigée à travers un médium que les troupes des transmissions japonaises sur l'île, assises à leur poste d'interception dans les tunnels que Kuribayashi avait passé 8 mois à creuser, ne pouvaient qu'écouter dans l'incompréhension. La tromperie vocale qui avait tué des Marines sur chaque île précédente du Pacifique a cessé de fonctionner sur Iwo Jima, non pas parce que les Japonais ont arrêté d'essayer de l'utiliser, mais parce qu'ils ne comprenaient plus ce qu'ils essayaient de tromper. En fait, l'officier des transmissions de la 5e division de Marines, le Major Howard Connor, a déclaré « Sans les Navajo, les Marines n'auraient jamais pris Iwo Jima. » Les Marines qui ont quitté les plages d'Iwo Jima 36 jours plus tard, au prix de 6800 morts américains, ne savaient pas pour les Code Talkers. Le code est resté classifié jusqu'en 1968. Malgré leur contribution héroïque pendant la guerre, les Code Talkers amérindiens se sont vus dire qu'ils devaient garder leur travail secret. Les hommes sont rentrés chez eux dans un pays qui, en 1945, n'autorisait pas les Navajo à voter en Arizona ou au Nouveau-Mexique. Les États pour lesquels ils avaient combattu étaient les États qui, dans de nombreux cas, leur refusaient les droits de citoyenneté jusqu'aux années 1950. Ils sont retournés dans les mêmes réserves, la même pauvreté, la même effacement de leur langue dans les écoles que leurs propres enfants fréquenteraient. La guerre était mathématique, mais les hommes qui l'ont faite n'étaient réunis à pas des chiffres. Ils avaient ce nom. Harit Sosi, tué par un tir ami sur une plage qu'il avait traversée pour sauver des vies. Carl Gorman, des 29 originaux, qui a vécu assez longtemps pour voir la reconnaissance venir 60 ans plus tard. Les centaines de Marines Navajo dont les familles n'ont jamais su, jusqu'à des décennies plus tard, pourquoi leurs fils étaient rentrés si silencieux. Les Marines qu'ils ont sauvés, qui n'ont jamais su qu'il y avait quelque chose dont il fallait les sauver. Le lieutenant-général Tadamichi Kuribayashi, qui est mort dans son bunker de commandement sur Iwo Jima vers le 23 mars 1945, sans jamais avoir compris que le trafic radio que ses troupes des transmissions surveillaient était une langue que son propre état-major avait passé 8 mois à essayer, en vain, de décoder. Quelle était la question avec laquelle cette vidéo a commencé? Était-ce vraiment une seule radio cassée qui a trompé 1000 Marines sur Iwo Jima? Non, c'était chaque radio américaine qui a trompé les Marines sur chaque île avant Iwo Jima. Et les hommes qui ont finalement réparé les radios étaient les hommes dont la langue le gouvernement des États-Unis avait passé un demi-siècle à essayer de leur enlever. Ils méritent d'être rappelés par leur nom. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime ». Laissez un commentaire avec le nom de tout Code Talker que votre famille a connu ou de tout vétéran du Pacifique dont l'histoire inclut un moment passé devant une radio dont il ne comprenait pas la langue. Abonnez-vous si vous voulez le prochain chapitre. L'histoire de ces hommes dont le propre pays avait réduit la langue au silence et qui ont fini par lui faire gagner les batailles les plus importantes de sa guerre, dépasse le cadre d'une seule île et d'un seul code. Il existe d'autres langues, il existe d'autres noms, il existe d'autres histoires que les dossiers classifiés ont gardées secrètes pendant 50 ans avant que les hommes qui les ont vécues ne soient enfin autorisés à parler.